Le soleil se couchait lentement derrière les collines, teignant le ciel de nuances dorées et pourpres. Dans ce décor tranquille, où les oiseaux revenaient à leur nid et les ruisseaux chantaient doucement, vivait Bintou, une jeune fille pleine de vie. Fille unique de sa mère, elle était le joyau du foyer. Malgré la polygamie de son père, la mère de Bintou avait su créer un cocon d'amour pour sa fille. Bien que leur père ait pris une deuxième femme, il veillait à maintenir l'équilibre, tout en passant beaucoup de temps avec sa première épouse et leur fille. La vie de Bintou était heureuse. Chaque matin, elle se réveillait au doux son des oiseaux, et l'odeur du petit déjeuner préparé par sa mère remplissait l'air. Bintou l'aidait dans les tâches ménagères, tandis que sa marâtre restait souvent dans sa chambre, feignant la fatigue. Les deux femmes semblaient appartenir à deux mondes différents. Sa mère, douce et attentionnée, et sa belle-mère, froide et distante. Mais Bintou, toujours guidée par l'amour de sa mère, ne se laissait pas atteindre par cette froideur. Cependant, tout changea le jour où un incendie dévastateur balaya une partie du village. Il était tard dans la nuit, et Bintou dormait profondément lorsque des cris d'alarme la réveillèrent. Le feu, nourri par les vents violents, dévorait tout sur son passage. Les maisons en paille brûlaient rapidement, et la fumée envahissait l'air. Bintou se précipita hors de la maison avec sa mère et sa belle-mère. Le père de Bintou était absent, parti pour affaires dans un village voisin. Les habitants du village se mobilisèrent pour éteindre l'incendie, formant une chaîne humaine pour puiser de l'eau du marigot et la jeter sur les flammes. Bintou, les yeux grands ouverts d'effroi, tenta d'aider comme elle pouvait, mais sa mère, fragile depuis quelque temps, ne put supporter la fumée épaisse et les efforts physiques. Elle s'effondra au sol, toussant violemment. Les flammes furent maîtrisées, mais l'incendie laissa derrière lui un village en deuil et une mère gravement malade. La maladie de la mère de Bintou s'aggrava jour après jour. Les guérisseurs du village venaient les uns après les autres, mais rien ne semblait arrêter le déclin rapide de sa santé. Bintou passait chaque minute à son chevet, lui apportant des herbes médicinales et priant pour un miracle. Cependant, malgré ses efforts et ses supplications, le moment tant redouté arriva. Sa mère rendit son dernier souffle. Ce jour-là, quelque chose se brisa en Bintou. Elle sentit un vide s'installer dans son cœur, un gouffre de tristesse impossible à combler. Avec la mort de sa mère, Bintou se retrouva sous la garde exclusive de sa marâtre. Cette dernière, qui jusque-là avait caché son aversion pour Bintou sous des sourires hypocrites, dévoila rapidement son véritable visage. Elle n'avait jamais aimé la mère de Bintou et nourrissait une jalousie féroce à l'égard de la jeune fille à cause de l'amour que son père lui portait. Maintenant que sa rivale était partie, elle se voyait enfin maîtresse du foyer. Et sa première décision fut de transformer la vie de Bintou en enfer. Le père de Bintou, toujours accaparé par ses affaires, était rarement à la maison. Lorsqu'il était présent, sa femme adoptait un comportement irréprochable. Elle se montrait gentille, faussement attentionnée envers Bintou, comme si elle essayait de remplacer sa défunte mère. Mais dès qu'il quittait la maison, la situation se renversait. Bintou, qui avait toujours été protégée par sa mère, devint la cible de toutes les cruautés de sa belle-mère. Elle la réveillait à l'aube, bien avant tout le monde, pour lui assigner des tâches interminables. Tandis que sa demi-sœur dormait encore profondément, Bintou devait balayer la cour, aller chercher de l'eau au marigot, nettoyer les vêtements et s'occuper de tout le travail de la maison. La marâtre ne manquait jamais une occasion de la rabaisser. « Regarde-toi, tu n'es rien sans ta mère. Si seulement tu pouvais être aussi utile que je le suis à ton père, » répétait-elle sans cesse. Les journées de Bintou étaient devenues une routine épuisante de corvées et d'humiliations, mais elle continuait d'endurer en silence, espérant que les choses finiraient par s'améliorer. Cependant, la marâtre n'en resta pas là. Elle avait développé une haine profonde pour Bintou, une haine si grande qu'elle envisagea même de se débarrasser d'elle. À plusieurs reprises, elle tenta de la tuer en orchestrant des accidents. Un jour, elle envoya Bintou au marigot, lui ordonnant d'aller chercher de l'eau à un moment où les pirogues étaient rares et où le marigot était connu pour ses eaux agitées. « Va donc chercher de l'eau »
et ne reviens que lorsque les calebasses seront pleines, ordonna-t-elle d'un ton autoritaire. Bintou, malgré sa fatigue, obéit sans rechigner. Elle prit son panier et se rendit au marigot. Le trajet était long et ardu, mais elle était habituée à cette corvée. Alors qu'elle arrivait près de l'eau, elle entendit des bruissements dans les buissons. Quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait pas se permettre de repartir sans eau. Alors qu'elle s'agenouillait près de l'eau pour remplir ses calebasses, elle sentit une présence derrière elle. Elle tourna la tête, juste à temps pour voir un homme surgir des buissons et se jeter sur elle. Ce fut un moment de terreur absolue. L'homme la plaqua au sol et malgré ses cris, il la brutalisa sans pitié. Bintou, impuissante, ne put se défendre. Quand l'homme eut terminé, il la laissa là, seule et brisée, au bord du marigot. Elle resta longtemps assise, incapable de bouger, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Ce jour-là, quelque chose mourut en elle. Elle se sentait souillée, perdue, et n'osait plus retourner chez elle. Cependant, elle n'avait pas le choix. En rentrant au village, sa marâtre l'attendait, les bras croisés, impatiente. « Qu'est-ce que tu as fait pour prendre autant de temps ?» l'accusa-t-elle. Bintou ne répondit pas. La douleur physique et émotionnelle la paralysait. Sa marâtre, insensible à la souffrance de Bintou, la sermonna encore avant de la renvoyer à ses tâches domestiques. Les jours passèrent et le corps de Bintou commença à montrer des signes de changement. Elle se rendit vite compte qu'elle portait en elle une vie, conséquence du viol qu'elle avait subi. Terrifiée, elle n'osa pas en parler à son père. Mais sa marâtre, toujours attentive aux moindres détails, ne tarda pas à s'en apercevoir. Voyant là une opportunité de se débarrasser définitivement de Bintou, elle alla trouver son mari. « Ta fille, elle a été souillée. Elle est enceinte, sûrement de l'un des nombreux hommes avec qui elle traîne en cachette. C'est une honte pour notre famille. Elle ne mérite plus de vivre sous ce toit. » Le père de Bintou, furieux et humilié, tomba dans le piège de sa femme. Ne comprenant pas la gravité de la situation ni la souffrance de sa fille, il prit la décision la plus dure de sa vie. Renvoyer Bintou de chez eux. Après avoir été chassée de la maison par son père, Bintou erra sans but dans les rues du village. Le poids de sa grossesse et de sa solitude pesait lourd sur ses frêles épaules. Chaque pas lui semblait plus difficile que le précédent. Elle ne savait pas où aller ni vers qui se tourner. Ses amis avaient peur de sa marâtre et la plupart des villageois l'avaient déjà condamnée à cause des rumeurs répandues par cette dernière. Sans soutien, sans abri et sans famille, Bintou se retrouva à errer dans les ruelles poussiéreuses, cherchant désespérément un endroit où se reposer. Les jours passaient et elle s'affaiblissait de plus en plus. Son ventre, déjà arrondi par la grossesse, la faisait souffrir. Son corps fatigué laissait entrevoir son désespoir. Un soir, alors qu'elle s'asseyait près d'un arbre pour reprendre son souffle, une femme d'apparence gracieuse l'approcha. Elle était d'une beauté saisissante, avec des traits délicats et un sourire réconfortant. Sa voix douce enveloppa Bintou comme un baume sur ses plaies. « Que fais-tu ici, seule, ma chère enfant ?» Bintou, épuisée, hésita d'abord à répondre, mais la chaleur dans la voix de la femme la poussa à lui confier son histoire. Elle raconta tout, du début à la fin. La mort de sa mère, la cruauté de sa marâtre, le viol et enfin son expulsion de la maison familiale. Les larmes coulaient librement sur son visage. La femme, apparemment touchée par son récit, hocha la tête avec compassion. « Ne t'inquiète pas, ma fille. Tu es en sécurité avec moi. Viens chez moi, je te donnerai un toit, de la nourriture, et tu pourras te reposer. Tu n'es plus seule. » Ce fut un soulagement immense pour Bintou. Fatiguée de lutter, elle accepta l'offre de la femme sans poser de questions. Elle suivit la femme à travers des sentiers qu'elle ne connaissait pas, jusqu'à une maison située à l'écart du village, entourée d'arbres denses. La maison paraissait modeste de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle était étonnamment bien meublée, avec des tapis et des meubles en bois massif. L'atmosphère y était calme, presque trop calme. La femme l'accueillit chaleureusement, lui donna de quoi manger et lui prépara une chambre confortable. Pour la première fois depuis des semaines, Bintou se sentit en sécurité. Elle s'endormit rapidement,
épuisée par les événements. Cependant, dès le lendemain, elle remarqua quelque chose d'étrange. La femme lui posait de nombreuses questions sur son bébé à naître. Elle lui demandait constamment comment elle se sentait, si elle avait des rêves étranges ou si elle ressentait des mouvements inhabituels dans son ventre. Cela mit Bintou mal à l'aise, mais elle tenta de chasser ses inquiétudes, pensant que la femme s'intéressait simplement à son bien-être. Les jours passèrent, et la femme devint de plus en plus insistante. Elle préparait des potions étranges et demandait à Bintou de les boire, soi-disant pour la protéger et la fortifier. Mais Bintou, méfiante, refusait. Chaque jour, la gentillesse apparente de la femme se transformait en froideur. Elle la surveillait de plus en plus, l'empêchant même de quitter la maison. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin, Bintou surprit une conversation entre la femme et une autre personne, probablement l'une de ses complices. Elle entendit des mots inquiétants. Le rituel approche. Le bébé est parfait pour l'offrande. Terrifiée, Bintou comprit alors qu'elle était en danger. La femme qui l'avait secourue n'était pas une bienfaitrice, mais une sorcière. Elle prévoyait de prendre son enfant pour un rituel maléfique. Le cœur battant la chamade, Bintou chercha un moyen de s'échapper, mais la maison était isolée, et la femme ne la laissait jamais seule bien longtemps. Le soir, alors que la nuit enveloppait la maison, Bintou fit semblant de dormir. Elle entendit des bruits de pas légers s'approcher de sa chambre. La porte s'ouvrit doucement et la silhouette de la femme apparut dans l'encadrement. Dans ses mains, elle tenait une petite lame et des herbes qu'elle semblait murmurer à voix basse. Le moment du rituel était venu. Bintou, paralysée par la peur, ferma les yeux et pria silencieusement, suppliant les cieux de lui venir en aide. Juste au moment où la sorcière se penchait sur elle, une violente rafale de vent ouvrit brusquement la fenêtre, éteignant toutes les bougies de la pièce. Un cri rauque s'échappa de la gorge de la femme, visiblement dérangée par cet événement inattendu. Au même instant, la porte de la maison fut frappée violemment. La sorcière, surprise, recula précipitamment. Un homme entra dans la maison. Il portait une longue tunique blanche et tenait fermement un bâton orné de symboles sacrés. C'était un homme de Dieu, connu dans le village pour ses prières puissantes et ses miracles. Il avait entendu parler de la disparition de Bintou et avait suivi des signes qui l'avaient conduit jusqu'à cette maison sinistre. « Je sais qui tu es, femme du mal !» cria l'homme de Dieu en pointant son bâton vers la sorcière. « Ce n'est pas une simple enfant que tu as pris sous ton toit, mais une âme protégée par les cieux. Si tu oses toucher à ce bébé, la justice divine s'abattra sur toi. » La sorcière, prise de panique, tenta de s'enfuir, mais l'homme de Dieu commença à réciter des prières puissantes. Une lumière vive jaillit de son bâton, enveloppant la pièce d'une aura sacrée. La sorcière, incapable de supporter cette énergie divine, poussa un cri de douleur avant de disparaître dans un nuage sombre. Bintou, encore sous le choc, se redressa péniblement sur son lit. L'homme s'approcha d'elle avec un sourire bienveillant. « Ne crains rien, ma fille. Dieu a entendu tes prières. Tu es maintenant en sécurité. » Les larmes aux yeux, Bintou le remercia de tout son cœur. Elle avait frôlé la mort, mais grâce à l'intervention de cet homme pieux, elle et son enfant étaient saufs. Cependant, la peur de ceux qui auraient pu arriver restait gravée dans son esprit. L'homme de Dieu lui conseilla de quitter cet endroit et de trouver refuge auprès de gens de confiance. Il lui promit de veiller sur elle et de s'assurer qu'elle et son bébé ne couraient plus aucun danger. Ainsi, après des semaines de peur et de désespoir, Bintou trouva enfin un espoir. Mais elle savait que sa route n'était pas terminée. Le chemin vers la paix et la guérison serait encore long. Après avoir échappé à la sorcière grâce à l'homme de Dieu, Bintou décida de retourner dans son village natal. Son cœur battait encore fort des épreuves qu'elle avait traversées, mais elle savait qu'elle devait faire face à son destin. La honte et la colère l'avaient autrefois poussée à fuir, mais cette fois-ci, elle revenait non seulement pour elle-même, mais aussi pour l'enfant qu'elle portait. Elle était déterminée à lui offrir une meilleure vie, loin de la trahison et de la douleur. Son retour au village fut marqué par la curiosité des habitants. Beaucoup avaient entendu les rumeurs de son viol et de sa grossesse, mais personne ne connaissait vraiment toute l'histoire.
Certains la regardaient avec mépris, d'autres avec pitié. Pourtant, Bintou se concentra sur ce qui était important, donner naissance à son enfant. Elle s'installa dans une petite case abandonnée à l'écart du village, aidée par quelques vieilles femmes qui avaient connu sa mère. Celles-ci, malgré les ragots, lui offraient leur soutien. Quelques mois plus tard, alors que la saison des pluies s'intensifiait, Bintou donna naissance à un magnifique garçon. Elle le regarda avec des larmes de joie et de soulagement dans les yeux. En le tenant dans ses bras pour la première fois, elle murmura doucement « Tu t'appelleras Bambino ». Ce nom qu'elle avait choisi symbolisait son espoir et sa volonté de se battre pour offrir à cet enfant une vie meilleure, une vie où il ne serait pas jugé par le passé de sa mère. Pendant cette période, des nouvelles se répandirent dans le village. Le prince du village, fils unique du roi, venait de rentrer après plusieurs années passées à l'étranger pour ses études. Le village était en ébullition. Tous les villageois attendaient avec impatience son retour, espérant qu'il apporte un renouveau et qu'il assume bientôt ses responsabilités de futur roi. Le palais royal était en effervescence pour préparer son arrivée. Quant à Bintou, avec un bébé à charge, elle savait qu'elle devait trouver un travail pour subvenir à ses besoins. Elle était forte et résiliente, mais la vie de mère célibataire dans un village où elle était déjà stigmatisée ne serait pas facile. Grâce à ses talents de cuisinière, elle réussit à obtenir un emploi comme servante au palais royal. Sus compétences en cuisine, héritées de sa mère, lui permirent rapidement de se faire remarquer. Dès ses premiers jours au palais, elle se distingua par la qualité de ses plats. Les épices étaient parfaitement dosées, les légumes coupés avec soin et les viandes cuites à la perfection. Les autres servantes, bien que méfiantes au début à cause des ragots sur son passé, commencèrent à la respecter pour son dévouement et sa maîtrise en cuisine. Les repas qu'elle préparait devinrent très vite les préférés du roi, ce qui lui permit de gravir rapidement les échelons au sein du personnel. Le palais, vaste et majestueux, était un monde à part. Bintou, bien qu'impressionné par son environnement, restait humble et se concentrait sur son travail. Chaque jour, elle arrivait tôt, préparait des repas somptueux pour la famille royale et s'occupait de Bambino avec l'aide de quelques bonnes amies qu'elle s'était faites parmi les autres servantes. Le prince, quant à lui, était une figure mystérieuse. Bien qu'il fût revenu au village, il passait la plupart de son temps enfermé dans ses appartements, occupé par des réunions et des discussions avec le roi. Les servantes murmuraient souvent des histoires sur lui, sur sa beauté, son intelligence et sa gentillesse. Cependant, Bintou ne l'avait jamais encore croisé, bien que ses plats soient régulièrement envoyés dans ses quartiers. Elle ne cherchait pas particulièrement à attirer son attention, car elle savait que sa place était loin de la noblesse. Un jour, alors qu'elle préparait un ragoût de poulet qui devait être servi pour le déjeuner royal, un événement inattendu se produisit. Le prince, qui sortait rarement de ses appartements, fit une apparition soudaine dans la cuisine. Tous les serviteurs s'arrêtèrent immédiatement, surpris et honorés par sa présence. Il était grand, avec une prestance royale indéniable, et ses traits reflétaient à la fois la sagesse de ses années d'études à l'étranger et l'autorité de sa lignée. « C'est donc toi, Bintou, qui prépare ces plats si délicieux ?» demanda-t-il en s'approchant d'elle avec un sourire aimable. Sa voix était douce mais pleine d'assurance. Bintou, prise de court par sa présence, fit une légère révérence et répondit humblement. « Oui, monseigneur, j'ai appris à cuisiner en observant ma mère. J'espère que cela vous plaît. » Le prince hocha la tête en signe d'approbation. « Tu as un talent remarquable. Les plats que tu prépares sont parmi les meilleurs que j'ai goûtés, même après avoir voyagé dans plusieurs pays. » Quelques mots suffirent à émouvoir Bintou. Elle n'avait jamais cherché la reconnaissance, mais entendre cela de la bouche du prince lui donna un sentiment de fierté qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. À partir de ce jour, le prince sembla s'intéresser davantage aux plats que Bintou préparait. Il passait parfois discrètement dans la cuisine, échangeant quelques mots avec elle ou simplement observant son travail. Leur relation resta purement professionnelle, mais une admiration mutuelle naquit entre eux. Entre-temps,
Bintou continuait de s'occuper de Bambino, qui grandissait rapidement. Le bébé était la lumière de sa vie. Même après des journées harassantes au palais, elle trouvait toujours l'énergie pour jouer avec lui et lui chanter des berceuses, se souvenant des chants que sa propre mère lui chantait autrefois. Toutefois, malgré les apparences de cette nouvelle vie stable, Bintou savait que le passé ne disparaissait jamais vraiment. Les souvenirs de sa marâtre cruelle, du viol et de l'abandon de son père restaient ancrés en elle. Mais pour l'instant, elle était déterminée à offrir une vie meilleure à Bambino. Et dans les couloirs du palais, alors que le prince continuait de l'observer avec une curiosité discrète, le destin semblait vouloir lier leurs chemins d'une manière qu'elle ne pouvait encore imaginer. Après avoir vu le succès grandissant de Bintou au palais, la marâtre, rongée par la jalousie, élabora un plan diabolique. Elle envoya sa propre fille, Asiwa, travailler au palais en tant que domestique. Le but de la marâtre était clair, faire en sorte qu'Awa séduise le prince et l'épouse tout en ternissant la réputation de Bintou. Avec l'aide de sa fille, la marâtre espérait détruire tout ce que Bintou avait réussi à bâtir. Aoua, belle mais perfide, arriva au palais en prétendant être une humble domestique. Elle commença par se lier d'amitié avec les autres serviteurs et s'efforça de gagner la confiance du prince. Très vite, elle répandit des rumeurs selon lesquelles Bintou ne savait pas vraiment cuisiner et qu'elle n'était qu'une servante sans talent. Aoua faisait semblant de mieux cuisiner et chaque jour, elle essayait d'attirer l'attention du prince avec des plats qu'elle disait avoir préparés elle-même. Pendant ce temps, elle ne cessait de dénigrer Bintou en insinuant qu'elle volait la reconnaissance des autres domestiques. Cependant, Bintou n'était pas dupe des manipulations d'Awa. Elle continuait de se concentrer sur son travail, sachant que le prince et les membres de la famille royale appréciaient véritablement ses talents. Chaque plat qu'elle préparait était rempli de son amour pour la cuisine, et cela faisait toute la différence. Les plats d'Awa, bien que soignés en apparence, manquaient de la chaleur et de l'authenticité qui caractérisaient ceux de Bintou. Le prince, quant à lui, observait en silence. Il avait rapidement remarqué les manigances d'Awa. Bien qu'elle ait tenté de se rapprocher de lui, le prince ne fut jamais vraiment impressionné par son comportement. Il avait déjà développé une admiration sincère pour Bintou, non seulement pour ses talents de cuisinière, mais aussi pour sa force, sa résilience et sa bonté. Plus il passait du temps à la côtoyer, plus il se rendait compte qu'elle était la femme idéale pour devenir sa reine. Un jour, le prince décida de tester les deux jeunes femmes. Il organisa un grand banquet en l'honneur de son retour au village et demanda à Bintou et Aoua de préparer chacune un plat pour l'occasion. Ce banquet serait une opportunité pour lui de dévoiler la vérité sur les talents culinaires des deux femmes et de mettre fin aux rumeurs. Aoua, confiante dans les mensonges qu'elle avait répandus, pensait que c'était sa chance de briller. Le jour du banquet arriva et les deux femmes se mirent au travail. Tandis qu'Awa se précipitait et tentait de copier les techniques de Bintou, cette dernière, calme et concentrée, prépara un repas qui, dès les premières odeurs, captivait les invités. Lorsque les plats furent servis, la différence fut flagrante. Le plat de Bintou, un mets traditionnel riche en saveurs, fut acclamé par tous les convives, y compris le roi. Le plat d'Awa, bien que présentable, manquait de goût et ne réussit pas à séduire les palais des invités. À la fin du banquet, le prince se leva et devant tout le monde, il déclara « Aujourd'hui, je dois exprimer ma reconnaissance à celle qui a non seulement conquis mon cœur par ses talents, mais qui a aussi montré une force et une noblesse d'esprit que j'admire profondément. Bintou, tu as prouvé que ta place est ici, non pas en tant que servante, mais en tant que future reine de ce royaume. » Ces mots furent un choc pour Aoua et sa mère. Leur plan avait échoué. Le prince demanda immédiatement à ce qu'Awa soit relégué aux travaux ménagers, une décision qui fut soutenue par le roi. Aoua devint donc une simple domestique chargée des tâches les plus ingrates, tandis que Bintou se prépara à devenir reine. Les jours qui suivirent furent remplis de joie pour Bintou. Elle épousa le prince lors d'une magnifique cérémonie et avec leur fils Bambino, ils devinrent une famille royale aimée de tous.
Bintou était désormais immensément riche, non seulement par ses possessions matérielles, mais aussi par l'amour et le respect qu'elle avait gagnés. Elle fit de nombreux voyages à travers le monde avec son mari et son fils, découvrant de nouvelles cultures et enrichissant encore plus son savoir-faire culinaire. Un jour, alors qu'elle revenait d'un de ces voyages, elle apprit que son père avait enfin découvert la vérité sur sa femme. Après avoir vu les souffrances que sa fille avait endurées et constaté les manigances de la marâtre, il prit la décision de la renvoyer définitivement de leur maison. Il exprima ses regrets à Bintou et chercha à se racheter auprès d'elle. Bien que la douleur de l'abandon de son père ait été profonde, Bintou, en reine bienveillante, choisit de lui pardonner, bien que leur relation ne fût jamais tout à fait la même. Ainsi, la vie de Bintou, autrefois marquée par la douleur et les épreuves, se transforma en une existence de paix, de bonheur et de prospérité. Elle régna aux côtés de son mari, élevant leur fils avec amour, tout en ne perdant jamais de vue ses racines et la force intérieure qui lui avait permis de triompher contre toutes les adversités.